OK, bonjour chers élèves. Concernant le mini-test de la semaine prochaine, assurez-vous que, bon, dans la semaine du 4 au 8 octobre, regardez bien à quel endroit vous avez votre petit mini-test. Ça va durer environ 10 minutes, OK, comme je l'ai dit en classe, là. Il y en a qui vont faire ça en 5-6 minutes. Si vous cliquez sur la case, je vous parle de deux choses. Je vous parle d'être capable de faire un calcul de densité. Puis je vous donne des exemples que vous pouvez regarder, puis des numéros qu'on a pratiqués ensemble en classe. Puis l'autre chose qu'il faut savoir, c'est les principales notions du chapitre 1.4, c'est-à-dire aux pages 22 à 26. Donc, si on regarde ça, page 22 à 26, les choses qui sont importantes, bien, premièrement, pour le calcul, bien, ça, c'est pas vraiment la page 22, c'est pour la densité, le calcul de densité. Être capable de connaître la formule, d'accord? Et c'est pas tout de savoir la formule, c'est-à-dire le nombre d'individus par aire de territoire, être capable de l'appliquer. Donc là, vous allez devoir me faire une démarche écrite. C'est-à-dire, vous devez identifier, par exemple à la page 19, le numéro 6, là, vous devez identifier les variables. Donc ici, quand c'est un problème avec des quadrats, c'est-à-dire des portions de territoire, comme ici, vous auriez chaque quadrat qui est à 1 mètre carré. Il faut les additionner. Ce n'est pas toujours le cas. Tu sais, si vous regardez à la page 16, on vous donne deux exemples, là. Les exemples 1 et 2 qui sont là, il n'y a pas de quadrat. On vous donne le territoire tel quel. Okay? Donc, le A, là, on vous le donne à 12 000 mètres carrés dans ce cas-ci. Il n'y a pas de quadrat. Puis ici, c'est 802 kilomètres carrés. Donc, il n'y a pas de quadrat. Mais quand il y a des quadrats, il faut additionner chacun des quadrats pour avoir l'aire totale. On doit l'écrire. Le nombre d'individus, ici, c'est des pucerons. Vous devez souvent l'additionner. S'il est déjà additionné, ben, vous avez déjà le nombre. Mais si vous devez l'additionner, vous faites l'addition et vous l'écrivez. C'est important d'écrire mètre carré, d'écrire puceron. Et la densité, vous la cherchez, vous écrivez un point d'interrogation. Vous devez écrire la formule. D'accord? Et là, vous remplacez les variables qui sont ici, n et a, par les chiffres qui sont associés ici. Et vous devez encore une fois répéter puceron puis mètre carré. Puis à la fin, ça vous donne des pucerons par mètre carré. Mais il ne faut pas écrire par, comme dans la démarche, là, on n'écrit pas par. On va plutôt faire la petite barre qui est ici. OK? Par mètre carré. Donc, à la base, avant le calcul, on avait 5 mètres carrés, comme dans l'exemple ici. Mais c'est comme si je vous disais, tu sais, j'ai 321 $ divisé en 5 personnes. Mais si tu fais 321 par 5 personnes, ça va te faire 64,20 $ par personne pour une seule personne. Comprenez? C'est le même principe ici. D'accord? Donc, à la fin, tu arrives à des pucerons par mètre carré. Donc ici, ça ne devrait pas être kilomètre carré, ça devrait être des mètres carrés. Okay, la réponse. Donc, on répète la réponse plus précisément à la fin. Donc, être capable de faire ça. Il y a d'autres exemples. Il y en avait un à la page 21, numéro 8 qu'on a fait ensemble. Encore une fois, ici, vous voyez, il y a des cadrans. Les quadrats qui sont là, il faut les additionner. D'accord? Quand on en a. Donc, on va dire A est égal à 7,5 km. On a additionné nos sapins, etc., etc. N'oubliez pas, je vous dis, si vous manque de ces éléments-là que j'ai mentionnés, si vous nommez pas les unités, si vous n'écrivez pas la formule, si vous n'écrivez pas sapin par kilomètre carré, le calcul au complet, puis la réponse en sapin par kilomètre carré, il va vous manquer des points. Vous n'êtes pas obligé d'écrire donner un, ça, là, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Mais il faut penser à le faire. Si vous voulez l'écrire pour vous assurer de rien oublier, vous le faites. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu ensemble par rapport à ça dans le chapitre 1.4? On a parlé de l'habitat. Donc, un habitat pour un être vivant, ça peut être un végétal ou un animal, mais dans ce cas-ci, c'est un animal, par exemple, pour le renard roux. Il y a des facteurs qui vont influencer son habitat. C'est-à-dire, l'habitat, c'est l'endroit où il est capable de vivre, de se reproduire, puis d'assurer sa survie. Donc, il y a des facteurs qui sont du domaine du vivant. On va appeler ça des facteurs biotiques. Donc, les facteurs du domaine du vivant ici, ben, vous avez, par exemple, un végétal et du domaine du vivant, ces relations de prédation qu'il y a, par exemple, avec l'écureuil et du domaine du vivant, l'interaction qu'il peut avoir avec des micro-organismes, etc. Donc, tout ce qui est vivant, autant végétal qu'animal, est un facteur biotique qui influence son habitat. On avait vu aussi les facteurs abiotiques. Abiotique veut dire non-vivant. Donc, non-vivant, c'est-à-dire ben, l'ensoleillement, l'eau, l'humidité dans l'air, les minéraux dans le sol. Donc, tout ce qui est du non-vivant va aussi influencer son habitat. Il va donner des raisons pour vivre là. À la page 22, ce que j'aimerais que vous regardiez plus précisément, donc vous voyez, vous avez une définition de l'habitat ici à la page 22. Donc, ce que j'aimerais que vous regardiez plus précisément, c'est dans le bas de la page 22, le petit tableau qui est là.
On vous donne des exemples de facteurs biotiques et abiotiques. Puis là, je vais peut-être faire quelques petites distinctions. Donc, pour les facteurs biotiques, ceux qui sont liés à la faune, c'est-à-dire les animaux, la nourriture, donc évidemment, certains animaux peuvent servir de nourriture, dans une relation de prédation, alors je vous rappelle qu'une relation de prédation, il y a quelqu'un qui meurt, qui éventuellement sert de nourriture, alors que du parasitisme, c'est aussi une relation qui tient compte du vivant, c'est un facteur biotique, mais ça va juste causer des maladies. Donc, certains micro-organismes vont causer chez des végétaux, par exemple des arbres. La grille du frêne, par exemple, va causer une maladie chez l'arbre et l'arbre va être malade pendant un certain temps avant d'éventuellement peut-être mourir, mais souvent ça cause une maladie. Par exemple, les poux qu'on a, ou ça cause un, un, un inconfort, si vous voulez, au niveau de la santé. Donc, les poux qu'on aurait dans les cheveux, c'est une relation de parasitisme. Ils vont sucer notre sang à la base du cuir chevelu, mais ils ne vont pas nous tuer. C'est seulement du parasitisme. Okay? Donc, différence entre prédation et parasitisme. La nourriture peut être retrouvée au niveau de la flore, au niveau des végétaux. Je l'ai mentionné en classe ici, il y a un abri. Ça peut être un abri du domaine biotique si, par exemple, un petit rongeur s'abrite sous un abri de fougère, par exemple. Donc, nécessairement, c'est du domaine vivant. La présence humaine, bien évidemment, c'est biotique. Alors que abiotique, si on prend notre abri de tantôt, là, si c'est une caverne dans la roche ou un terrier qui est creusé à même le sol, c'est du domaine non vivant. Donc, la présence d'un plan d'eau, la nature de l'eau, est-ce qu'elle est salée ou douce, la nature du sol, le relief, c'est de quoi a l'air, par exemple, l'horizon. Est-ce que, par exemple, un endroit, il y a une falaise, est-ce que c'est escarpé ou pas? Est-ce qu'il y a une paroi rocheuse? Puis le climat, évidemment, bon, vous savez c'est quoi. Donc, ça, c'est du facteur abiotique. D'accord? Donc, ça, c'est des facteurs qui vont influencer l'habitat. À la page 23, on vous parlait, c'est des exemples, vous pouvez les lire. Vous voyez des facteurs biotiques et abiotiques. Pour l'esturgeon noir, on les sort un peu du texte. Même chose pour l'érable, ça peut être un végétal. Donc, l'érable à sucre, il y a des facteurs biotiques et abiotiques qui vont influencer son habitat. Donc, simplement lire ça à la page 23, mais vraiment plus porter attention au petit tableau qui est dans le bas ici, qui vont influencer l'habitat. Maintenant, on avait parlé de niche écologique. Comme par exemple, on avait dit que l'habitat fait partie de la niche écologique, parce que la niche écologique, c'est un petit peu plus complexe que ça. Il y a 5 facteurs, cinq éléments qui vont composer la niche écologique. Donc, l'habitat, comme on l'a vu, l'endroit où l'animal ou le végétal va vivre, mais aussi ses relations qu'un individu vivant va avoir avec les autres espèces. Par exemple, dans une relation de proie ou de prédation. Donc ça fait partie de la niche écologique. À la page 24, vous avez l'exemple, par exemple, on vous parle d'une niche écologique, on vous donne la définition d'une niche écologique, vous ne pouvez pas la savoir par cœur. Par contre, savoir que la niche écologique est composée de ces 5 choses-là. Donc là, l'habitat, on en a parlé tantôt. Les relations avec les autres espèces, regardez, il vous en parle ici. Donc, on a parlé de proie et de prédateur. Évidemment, le prédateur, c'est celui qui chasse. La proie, c'est celle qui va être chassée. Donc, ça, c'est les relations. Autre chose qui va composer la niche écologique, le régime alimentaire. Si vous regardez à la page 25 dans Origine, donc, vous voyez ici, là, je vous ai fait un petit schéma. Là. Donc, la niche écologique composée de l'habitat, comme on l'a vu, les relations, le régime alimentaire. Les régimes alimentaires, être capable de les reconnaître. Granivore, carnivore, herbivore, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que chacun mange, dépendamment de son régime alimentaire. Donc, il est capable de le faire. Autre chose qui compose la niche écologique, vous avez le rythme journalier ou saisonnier. Donc, quand on parle d'une niche écologique d'un animal ou d'un végétal, on va parler de tout ça, surtout du domaine animal, là, au niveau des rythmes. Donc, est-ce qu'il vit le jour, la nuit? Donc, vous avez ça dans le bas de la page ici. Simplement savoir qu'un rythme journalier, c'est soit tu es actif le jour diurne ou tu es plutôt actif la nuit. Les rythmes saisonniers sont liés à des phénomènes migratoires. Est-ce que, par exemple, une certaine espèce d'oiseau va migrer vers le sud quand la température est trop froide? Est-ce qu'il y a une période de reproduction associée à une saison, par exemple? Ou est-ce que, par exemple, un ours va hiberner pendant un certain nombre de mois? Donc, ça, ce sont des rythmes saisonniers. D'accord? Donc, savoir la différence entre les deux, savoir que ça fait partie de la niche écologique, le rythme journalier ou saisonnier. Et dernière chose, dans le rythme écologique, pardon, la niche écologique, excusez-moi, il va y avoir les rôles. Les rôles, on en a parlé en classe, c'est-à-dire, tu peux être soit un producteur, un consommateur ou un décomposeur. Donc ça, c'est les 5 choses qui vont composer la niche écologique, c'est-à-dire ton rôle dans ta niche écologique. Et comme on avait vu en classe, bon, moi je trouve le plus facile à établir dès le départ, c'est les producteurs, c'est-à-dire les végétaux. Donc les végétaux, ce sont des producteurs et être un producteur, c'est un rôle dans la chaîne alimentaire, d'accord? Donc ce qu'on appelle
en termes scientifiques, là, un réseau trophique. Donc, dans la chaîne alimentaire, il existe un rôle qui s'appelle les producteurs. Ceux qui vont manger les producteurs, on va les appeler les consommateurs de premier ordre. D'accord? Donc, si l'insecte se nourrit de végétaux, consommateur de premier ordre. Celui qui va manger le consommateur de premier ordre va s'appeler un consommateur de deuxième ordre. Et ainsi de suite. Si par exemple la souris mange l'insecte qui, elle, mange le producteur, on va parler de consommateur de troisième ordre, etc. Donc, un autre rôle qu'on peut avoir, c'est le rôle de consommateur. Et les plantes se nourrissent de minéraux. Mais les minéraux dans le sol, ils sont faits par un autre rôle, d'autres substances, d'autres organismes qui s'appellent les décomposeurs. Par exemple, des lombriques, des vers de terre, là, des micro-champignons, des bactéries dans le sol qui vont dégrader les feuilles mortes, toute la matière organique, la matière vivante qui se décompose sur le sol, un vieux tronc d'arbre, des animaux morts. Donc, eux, ils vont décomposer par les décomposeurs et les décomposeurs vont transformer cette matière-là vivante, donc organique, en matière inorganique, ce qu'on appelle les minéraux. Et les minéraux vont être réutilisés par les végétaux. Donc, il faut connaître chacun de ces rôles-là. Si vous allez à la page 26, on a parlé en classe, on a souligné une coupe d'affaires. Regardez, vous avez le détail ici. Vous voyez, les décomposeurs produisent des minéraux réutilisés par les végétaux. Vous avez les rôles sur votre gauche, producteur, consommateur, décomposeur. Donc, essayez de bien comprendre le phénomène organique puis inorganique, c'est-à-dire les producteurs, là, les végétaux, ils produisent de la matière organique, c'est-à-dire eux-mêmes, matière vivante, à partir de matière inorganique. Inorganique, c'est non vivant, donc de minéraux. Puis vous avez des exemples à lire, là, mais simplement de comprendre les rôles, puis vous devriez être correct. Ça vous va? Donc, il y a la description d'une niche écologique ici, là, vous pourrez regarder des exemples. Donc, ça fait à peu près le tour. Je vous souhaite une bonne étude, puis à la semaine prochaine. Bye.